À l'image de l'algorithme, le geste est composé de variables qui proviennent des mouvements du corps et de l'énergie qui est associée, de signes distinctifs de l'existence d'une volonté, d'un choix qui déclenche l'imaginaire de la communication portée par une couleur, une forme et un espace. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Si je vous dis réfléchir, écouter votre imaginaire, voir le sens de nos gestes, eh bien c'est l'invitation que nous propose l'auteur que nous recevons aujourd'hui, Bernard Edouard. Bernard, bonjour. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Bienvenue sur notre plateau de Zitata et dans notre émission littéraire. Avec plaisir. Alors, on vous reçoit car vous présentez votre ouvrage, Le geste et l'écriture, publié en juillet 2025 aux éditions Vérone. C'est votre premier ouvrage. C'est mon premier ouvrage. Et je dirais que c'est plutôt un essai philosophique. Si on veut, oui. Il y a beaucoup de philosophie là-dedans. Mais c'est un essai à la fois philosophique, mais qui est sur le terrain, quoi. C'est pas de la philosophie dans l'imaginaire, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais c'est une philosophie du terrain. Une philosophie du terrain, mais où la philosophie est présente, comme je le disais, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, puisque vous êtes major de votre promotion dans l'épreuve de philosophie, et c'est une discipline que vous affectionnez tout particulièrement. Tout à fait. Et j'ai envie de vous demander, que représente pour vous la philosophie dans le monde actuel, et en particulier en Martinique? Alors, la philosophie n'est pas née d'hier. Bon, c'est un lapsus, mais en fait, elle n'est pas née d'hier, la philosophie. Mais la philosophie, c'est un repère, et c'est un mode de réflexion. Et je crois qu'on emploie des mots, entre guillemets, philosophiques, si on n'est pas un auteur de la philosophie. Mais la philosophie, on en a besoin, surtout dans notre époque actuelle, de façon à s'évader un peu et d'avoir un exutoire qui permet de réfléchir dans des conditions peut-être meilleures de celles que l'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas un exutoire, mais c'est quand même présent. Et vous êtes... Alors, vous êtes un homme de l'entreprise, après des études en sciences économiques et des fonctions dans la finance et dans le secrétariat général. Quelle est la place de la philosophie aujourd'hui dans l'entreprise? Je ne sais pas si elle a une place dédiée. Bon, ce serait peut-être... Ou quelle place elle pourrait avoir? Quelle place qu'elle devrait avoir? Je suis d'accord avec cette question. Deux notions différentes. Elle pourrait avoir une place, et je crois que je dédie un petit peu cette intervention à la philosophie que je pratique, notamment quand j'ai été président du MEDEF et dans mes fonctions actuelles au sein du groupe que vous connaissez. Je crois que par moment, il faut pouvoir rallier un peu tout le monde sous une même cause. Et je crois que la philosophie, c'est peut-être l'un des moyens qui permet de rallier toute une série de personnes qui travaillent dans l'entreprise à une même cause. Et je crois que la raison philosophique présente permet de trouver des solutions à nos problématiques actuelles et de demain. Alors, est-ce que vous l'exercez, est-ce que vous le pratiquez dans votre quotidien professionnel en entreprise? Je ne dirais pas dans le quotidien, mais bien souvent, puisqu'en fait, on est peut-être pris par les données peut-être beaucoup plus financières ou économiques ou comptables. Mais même avec mes comptables, j'arrive à parler de philosophie et ils s'interrogent, Monsieur Edouard, pourquoi vous faites allusion à des thèmes philosophiques? Mais je dis, c'est un ralliement. En fait, c'est amener les uns et les autres à réfléchir. Exactement, exactement. Et peut-être, comme je disais tout à l'heure, sortir un petit peu des problématiques qui nous préoccupent tous les jours et à chaque instant. Et avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on fait et peut-être prendre les choses avec beaucoup plus de compréhension et avec un peu moins d'amertume. C'est ça. Alors, vous faites de nombreuses références philosophiques dans votre ouvrage et j'ai envie de vous demander quels sont les philosophes qui vous ont marqué et plus particulièrement qui ont inspiré votre ouvrage. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais il y a un à qui je me réfère en permanence, c'est Descartes. Pourquoi Descartes? Il n'a peut-être pas dit dans les mots que je veux dire, mais ça m'a beaucoup aidé à comprendre la philosophie. Et il me disait, quand le doute s'installe, c'est que la réflexion est en marche.
Donc ça vous oblige à aller chercher en dehors du philosophe Descartes que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup lu pendant mes études. Et les autres, bon, j'en ai beaucoup, mais c'est quand on cherche une référence que l'on trouve. Je prends un philosophe que je n'ai jamais connu et puis je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il me raconte et à quoi il m'invite surtout. Et que vous dites que quand le doute s'installe, ça veut dire que vous étiez en doute quand vous avez voulu écrire cet ouvrage? Non. Alors je vais vous raconter, non pas une anecdote, mais quelque chose qui s'est passé dans le vrai. J'ai ma nièce, à l'époque, qui faisait ses études de philosophie et je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes? Il me dit Descartes, il me cite, et je lui ai dit, bon, Descartes, tu en retiens quoi? Elle a commencé à me développer Descartes. Je lui ai dit, il y a une chose à retenir, Descartes. Quand le doute s'installe, c'est que la réflexion est en marche. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Je comprends pourquoi tu ne doutes jamais parce que tu es toujours en réflexion. Et j'avais trouvé ça sensationnel. Et ouais. Je le répète, chaque fois que je la rencontre, je lui répète, tu veux? Elle me dit, oui. Voilà. Votre réflexion est toujours en marche. Cette réflexion est toujours en marche. Alors, votre ouvrage s'intitule « L'écriture et le geste ». On a tendance à dire le geste et l'écriture parce que je ne sais plus dans quel sens il faut le prendre, parce que dans la notion de geste, c'est la première notion qui est dans votre ouvrage avant même l'écriture. Donc, l'ordre des mots que vous avez choisi m'interpelle. Pourquoi celui-là? Pourquoi l'écriture avant le geste, même si on va parler beaucoup du geste après, que c'est celui qui vous a guidé en fait? C'est très simple. Le geste, pour moi, c'est traduit en écriture. Donc, il était normal que je dise l'écriture et le geste. Donc, il y a beaucoup, si vous voulez, d'éléments de réflexion dans ce que j'ai écrit. Et je ne dirais pas que j'ai créé des mots, mais j'ai associé des mots qui n'étaient pas dévolus à être ensemble. Associés, absolument. Mais j'ai préféré de dire l'écriture et les gestes parce que j'étais en train d'écrire. Si j'étais en train de faire le geste, je dis le geste et l'écriture. C'est ça. Mais l'écriture est un geste. L'écriture est un geste. Et l'écriture et le geste se rapprochent énormément. Et je vais vous dire pourquoi. L'écriture, il a des moments de silence. Mais on ne s'en aperçoit pas. Comme on dit, c'est le blanc quand vous écrivez. Et le geste en permanence a du silence. Et le silence, s'il n'existe pas dans le geste n'aurait jamais existé. Quel que soit le geste que nous faisons. Et on va prendre des exemples. On va prendre un artiste peintre. Il va peindre. Il y a des moments de silence. Il ne peint pas de manière permanente et continue. Vous allez prendre un musicien, quel que soit, qu'il soit guitariste, pianiste, etc. Il y a des moments de silence. Et même, si vous voulez, les notes de musique ont des silences. Absolument. Il y a des silences dans les partitions. Voilà, les partitions. Donc c'est pourquoi je dis le silence est omniprésent dans l'écriture et le silence est 2 fois plus omniprésent dans le geste. Le silence est un geste. Le silence se manifeste par des gestes. Alors, vous dites, le geste défini comme un véhicule d'information qui n'appartient à aucun peuple et qui permet de communiquer à partir d'une orthographie ouverte. Si j'ai envie de vous demander, tout simplement, qu'est-ce que le geste? Alors, le geste, c'est d'abord une expression. C'est une expression, mais dans le geste, il y a beaucoup d'imaginaire. Puisque quand vous regardez le geste, c'est l'imaginaire qui prend place dans le geste ponctué à des moments, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut voir dans le geste et le silence. Et qu'est-ce que le geste? Alors, je vais retracer un petit peu pourquoi j'ai écrit ce livre et d'où c'est venu. Et vous allez mieux comprendre pour moi, mieux comprendre ce que j'aspire à évoquer le geste. Le geste, il faut un lieu référentiel. Et le lieu référentiel, ça a été là où j'ai habité pendant mon enfance. Et c'est pourquoi dans le premier chapitre, il y a l'émerveillement des gestes de mon enfance. Absolument. Vous puisez votre réflexion à partir des gestes de votre enfance. Tout à fait. Et j'ai eu, comment dirais-je, à vivre le geste là où je suis né. Et c'était la campagne. Et non seulement la campagne, mais ma mère avait une boutique de quartier. Donc, il y avait beaucoup de mouvements gestuels. Un débit de régie, comme vous dites. Un débit de la régie. Comme vous dites dans votre livre. C'est mon lieu de référence pour écrire. Et après, il y a autre chose que j'ai créé, pour moi-même. C'est vivre quelque part avec un observatorium, qui était le mien. Un observatorium, c'est quoi? C'est pouvoir avoir le loisir de se repérer ou de s'y rendre, tout en créant, si vous voulez, une relation qui vous permet de définir la relation entre le geste, le monde et vous-même.
C'est très philosophique, ce que je dis. Oui. Et puis après, pourquoi j'ai dit le geste? Parce qu'il y a une scénographie. Le geste a une scénographie. Et pour définir cette scénographie, je me suis référé à un philosophe qui a dit de manière claire et précise, et j'ai beaucoup apprécié, si vous voulez, ce qu'il a dit, je vais me prendre là, si vous voulez, c'est la matière grise qui permet de concevoir, mais c'est le geste qui exécute. Donc voilà les 3 données qui m'ont conduit, si vous voulez, à me consacrer à cet essai. Alors, si on reprend justement sur les raisons et les origines et votre source d'inspiration, vous avez parlé de votre mère, que vous appelez Claude dans le livre, et son débit de régie qui vous marque, et vous dites, avec ces 7 gestes fondamentaux qui vous inspirent, et notamment le calcul mental. Et c'est à partir de là que vous avez conçu ou été inspiré? Tout à fait. Parce que ce nom, hein, c'était le 2e prénom de ma mère, Claude, et je l'ai associé à Lee Claude. Oui. Donc, quand mes premiers lecteurs ont vu ça, ils m'ont dit, mais d'où as-tu trouvé ça? Est-ce que c'est son vrai prénom? Exactement, est-ce que c'est son vrai prénom? Et il y en a même qui ont été chercher ce que vous avez dit, ce prénom, c'est un prénom germanique. Donc, c'est parti de là. Mais effectivement, en dehors des gestes de ma mère dans son environnement de sa boutique, de son début de la régie, elle m'avait impressionné. Impressionné quand elle faisait le calcul de ces notes, comment dirais-je, de gens qui venaient acheter dans la boutique, et il n'y avait pas de calculatrice, quoi. Et les gens venaient acheter, ils payaient à la semaine, à la quinzaine ou au mois, quoi, puisque c'était un environnement agricole, hein, la Roche-des-Petits, c'était la campagne. Et je n'avais jamais compris comment elle pouvait additionner tous ces chiffres et avoir le résultat exact. Ouais. Pourquoi je dis le résultat exact? Parce que mon père était gérant d'habitation et il avait une machine. Quand ma mère avait effectivement fait ces additions, j'allais vérifier en prenant la machine. Mais j'ai trouvé ça fondamental et exceptionnel. On dit que c'était un don, je ne sais pas, mais elle avait certainement une technique pour le faire. Alors, vous parlez des 7 gestes fondamentaux. Quels sont-ils? Ça m'embêterait de les citer tous. Je vais simplement retenir... quelques-uns. Oui, quelques-uns. Si vous voulez, on va prendre plutôt des exemples, ça ira mieux. L'un des gestes fondamentaux auquel je pense, hein, c'est quand vous êtes devant un tribunal où vous prêtez serment. On vous dit levez la main droite et dites je le jure. Donc le geste précède la parole. La parole. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres que je pourrais citer, mais il faut les vivre, si vous voulez. Je prends le calcul mental, on l'a vu. Je peux prendre également l'écriture. Comme je disais tout à l'heure, l'écriture a du blanc. Donc il faut savoir à un moment donné stopper pour reprendre. Donc il y a plein d'éléments, si vous voulez, qui permettent de construire le geste. Mais c'est chacun de nous qui construisons son geste, de manière particulière. Absolument. Alors, vous parlez aussi de la notion de tout geste et vous déclinez la notion de geste. Geste viscéral, geste épidermique, geste symbolique, geste dévastateur, geste intangible, geste universel. Qu'est-ce que c'est que tous ces qualificatifs du geste? Et en particulier, qu'est-ce que c'est que le tout geste? On ne peut s'empêcher de penser au tout monde d'Édouard Glissant. Ben, je l'ai cité, Édouard Glissant, dans mon livre, parce que Édouard Glissant était un ami très proche. Et quand j'écrivais le tout geste, je me suis posé la question, et c'est de la manière dont je le dis dans le livre. Je viens titiller Édouard Glissant qui énonce le tout monde. Et le geste est dans le tout monde. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une culture, il n'y a pas un endroit géographique où il n'y a pas le geste. Donc c'était fondamental. C'est ce que vous appelez geste universel? C'est ce que j'appelle le geste universel, parce que quel que soit l'endroit où vous habitez, vous utilisez le geste. Et c'est dès là que j'ai dit, le geste est universel. Et je vais vous raconter pourquoi, en fait, j'ai cité Édouard Glissant dans mon livre, et Patrick Chamoiseau aussi, que j'ai remercié dans l'introduction. Quand j'ai été président du Kiwaniste, j'avais imaginé, et j'étais déjà, si vous voulez, dans l'approche du geste. Je voulais comprendre un peu plus ce que c'était le geste. Et j'avais organisé, si vous voulez, une rencontre avec les Kiwaniens.
Et j'avais invité Édouard Glissant en tant qu'écrivain, Patrick Chamoiseau en tant qu'écrivain, Alexandre Bertrand en tant que peintre et Paul Rosine en tant que pianiste. Musicien. Et j'ai dit, je vais mettre ces 4 personnes pour montrer qu'il y a un concours par rapport à ce qu'ils font, à un geste. Ils concourent tous à un geste. Et on avait trouvé ça formidable. Et ils ont chacun un geste. Chacun un geste. L'écriture, puisqu'il a lu, aussi bien Patrick Chamoiseau qu'Édouard Glissant a lu un passage des livres qu'il avait portés. En même temps, le pianiste accompagnait et en même temps, le peintre dessinait. Donc, ça veut dire qu'il y avait un concours, un concours vers un geste, je ne dirais pas unique, mais plusieurs gestes qui peuvent se rassembler et avoir un même effet. Et chacun est à l'origine d'un geste. Voilà, chacun est à l'origine d'un geste. Donc, les gestes peuvent se croiser, comme les écritures peuvent se croiser. Alors, vous parlez aussi d'orthographie du geste avec ses 6 éléments conducteurs. De quoi s'agit-il? Alors, le geste, c'est toujours par rapport à ce que j'ai vécu. Le premier élément conducteur, c'est un lieu de référence. Il faut avoir un lieu de référence quand vous pratiquez le geste. Vous ne pouvez pas rester tout seul dans votre coin et pratiquer un geste de manière à communiquer. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous ne communiquez pas en matière de geste. Donc, le premier, c'est l'événement, le lieu référentiel, et c'est ça essentiel. Mais ça revient à la pensée philosophique que je disais tout à l'heure, c'est la matière grise qui crée. Mais l'application se fait nécessairement par le geste. Mais on ne peut pas aller plus loin, puisqu'on ne peut pas décrire un geste. Un geste se vit à l'instant T. Et la reproduction d'un geste ne sera jamais le même. Jamais la même. On peut se dire que la reproduction d'un geste de peintre non plus n'est jamais le même. Non, c'est jamais le même. Et même l'interprétation d'un musicien. Il peut avoir une interprétation, mais le musicien est toujours en phase de création également de ces gestes. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, de particulier dans votre ouvrage, qui est le personnage légendaire Ebenmo, avec qui vous dialoguez. Alors, est-il imaginaire ou réel et pourquoi l'avoir créé quand on connaît la réalité? C'est un petit peu des deux. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai créé. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, je vais peut-être trop parler de moi-même. Et il faut que je puisse dialoguer avec quelqu'un qui vienne me contredire ou affirmer un petit peu dans mon développement. Et c'était difficile de créer un binôme, si on veut dire, ou quelqu'un qui venait un petit peu me contredire ou aller dans le sens de ce que je fais. Et j'ai dit, mais je veux me transformer moi-même en ce binôme. Et je l'ai appelé Ebenmo. C'est-à-dire vous-même. Et moi-même. Le E, c'est Édouard. Ben, c'est le diminutif de Bernard. Et Mo, c'est mon deuxième prénom, Monique. Voilà, j'ai créé Ebenmo. Ebenmo, voilà. Et j'ai dit que c'est un personnage légendaire, puisque j'ai dit qu'il est légendaire des années 1954-1955. Je suis né effectivement de 55. Je suis au mois d'août. Donc j'étais déjà dans le ventre de ma mère. Et alors, ce personnage vous a aidé à réfléchir, à dialoguer, à faire avancer votre pensée? Absolument, à faire avancer ma pensée. Et je dis en quelque part de mon livre que j'ai présenté Ebenmo à mes parents. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Pourquoi caches-tu ton identité alors que nous t'avons fait monde? Mais ils savaient que Ebenmo, c'était vous-même. C'est mon imaginaire. Oui. Ils n'ont jamais connu Ebenmo, sinon moi-même, puisque mes parents sont décédés déjà depuis très longtemps quand j'ai écrit ce livre. Mais c'était en fait pour faire une référence à mes parents qui ont été, comment dirais-je, très près de ces 7 enfants qu'ils ont mis au monde. Alors, est-ce qu'il continue à exister, ce personnage? Est-ce que vous continuez à dialoguer avec lui? Il existe. Et peut-être plus souvent maintenant qu'avant. Pour m'avoir accompagné dans mon écriture. Si, il existe. Parce qu'en fait, il faut que je vous dise aussi d'où vient cette envie d'écrire. Puisque quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup écrit. Et j'avais appelé tout ce que j'écrivais dans ma façon de penser, conversation avec moi-même. Et c'est peut-être de là qu'Ebenmo a pris naissance. C'est ça, vous a inspiré pour pouvoir le créer. Alors, vous avez cité quelque chose tout à l'heure, qui est le chiffre 7. C'est quelque chose qui est important pour vous, qui est du domaine de la superstition, en tout cas qui est présente dans votre ouvrage à différents niveaux ou chapitres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ce chiffre 7 représente pour vous? Oui. Le point de départ, ça vient du fait qu'on était 7 frères, si vous voulez.
Et ma mère n'a jamais fait de la différence entre le premier, le deuxième, le troisième. Tout était régulier, quelle que soit la différence d'âge qu'il y avait entre nous. Et ce chiffre 7 m'a un petit peu, comment dirais-je, été interrogatif pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler sur le chiffre 7, je dis mon nom c'est 7 lettres, mon premier prénom c'est 7 lettres, et mon troisième prénom c'est 7 lettres. Donc, je me suis dit, il y a peut-être une approche théosophique là-dedans. Comme on dit, il y a 7 jours dans la semaine. Et on disait tout à l'heure que votre mère, vous avez remarqué ces 7 gestes fondamentaux. Exactement. Il y a encore 7 notes de musique. Donc, j'ai recherché un petit peu quelles étaient les relations entre mon approche du 7 et est-ce que le chiffre 7 existait vraiment. Et est-ce qu'on ne pouvait pas remplacer le chiffre 7 par un autre chiffre. Et j'ai vu que c'était impossible. Le chiffre 7, il y a une direction théosophique là-dedans qui m'interpelle. Et c'est pourquoi je suis allé beaucoup plus loin à inventer les 7 chiffres fondamentaux, les 7 aspects fondamentaux. Mais quand vous dites ça vous concerne vous, ou vous considérez que c'est universel? Ça me concerne moi. Et peut-être d'autres aussi qui ne l'ont pas dit. Mais moi, j'ai le mérite de l'avoir dit et de l'avoir souligné. De l'avoir compris. Et de l'avoir compris. Vos signifiants. Oui, mais ça ressemble et ça se rapproche de la vie qui était la mienne et qui est la mienne d'aujourd'hui, quoi. Ça, c'est vrai, ça. Alors, il y a un autre aussi aspect que je souhaite souligner, c'est que votre livre a une première partie en français et une deuxième partie en anglais, ce qui est assez pas courant, on va dire, dans un ouvrage, d'avoir cette traduction immédiate, en fait. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Il y a un chapitre que j'ai écrit qui s'appelle « Le geste universel ». Le geste est universel. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. S'il est universel, ça voudrait dire que dans ma réflexion, dans mon écriture, j'aurais souhaité qu'il soit compris par tous ceux qui apprennent l'anglais. Et comme l'anglais, c'est l'une des langues les plus parlées au monde, je dis, il faut que je puisse le traduire en anglais. J'avais certainement les compétences pour le faire, mais je n'aurais peut-être pas su traduire l'émotion qui a été la mienne quand j'ai écrit le livre en français et que j'aurais écrit en anglais. Donc, je me suis rapproché d'un traducteur assermenté et je lui ai proposé le challenge. Il m'a dit, d'accord, je prendrai ce challenge, mais je veux discuter avec vous, ce ne sera pas une traduction. Je veux avoir votre ressenti, je veux traduire votre émotion quand vous avez écrit en français, qu'elle soit à peu près à l'identique pour un anglophone. Et ça a été, comment dirais-je, un moment très émotionnel pour moi. Il a compris votre émotion pour la traduire ensuite en anglais. Tout à fait, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ils n'avaient pas vraiment pensé qu'on pouvait, dans un même livre, avoir la version originale en français et la version anglaise dans le même livre, quoi. Voilà. Tout à fait. Et puis, il y a ces jolies illustrations qui viennent rythmer et accompagner chaque chapitre. Tout à fait. Et là aussi, on sent le geste dans l'illustration qui a été faite. C'était à peu près normal, je dirais, pour moi qui écrivais, puisque je parle de l'écriture et du geste. Je me suis dit, je ne pourrais pas écrire sans quelqu'un qui puisse traduire ce que j'ai écrit en geste. Et c'est pourquoi j'ai trouvé une illustratrice espagnole, Carmela Mayor, et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Au début, elle m'a dit, ce sera très difficile. Mais je prends le pari parce que j'ai apprécié votre écriture. Et c'est de là qu'elle a accepté d'illustrer par des gestes les 7 têtes de chapitre de mon livre. Qui sont toutes des créations originales pour le livre. Originales. C'est original et ça a été fait uniquement pour moi. Les originaux, elle les a encore, puisque moi, il faut les faire partir de manière, comment dirais-je, qu'elle ne s'abîme pas. Voilà, d'accord. Mais elle a trouvé ça, et c'est la première fois qu'on lui demandait ça. Elle a trouvé ça énorme et elle m'a dit non, il n'y a aucun problème, je vais le faire. Et elle a intitulé chacun des têtes de chapitre à sa manière. De très jolies illustrations. Alors, il y a aussi une préface qui est signée par Georges Dorion. Qui est-il pour vous? Parce qu'il résume très bien, en fait, votre ouvrage. Oui, c'est l'un des premiers, puisque Georges Dorion, c'est un énarque, ça fait longtemps que je le connais. Et c'est à lui le premier que j'avais parlé de mon projet d'écriture sous le geste. Et il m'avait répondu, tu t'attaques à quelque chose de très profond et peut-être de très difficile. Mais te connaissant, tu y arriveras.
Après, ça m'a donné un peu de courage, quoi. J'étais pas en train d'aller vers un gouffre, quoi, et que je pouvais sortir quelque chose, et je lui ai démontré. Et même, il m'avait toujours dit, je ne vais changer aucun mot, aucune syntaxe, aucune grammaire, aucune orthographe de ton écriture. Mais je pouvais te dire si effectivement tu es dans la vision de ce que tu m'avais décrit. Et c'est de là que je lui ai demandé d'écrire la préface du livre. Et nous sommes toujours en relation. Et je ne dirais pas émerveillé, c'est pas du tout ça. Mais il m'a dit, tu as répondu à ce que j'attendais. Donc c'est très élogieux. En tout cas, il traduit bien le contenu de votre ouvrage. Tout à fait. Merci en tout cas Bernard pour cette explication philosophique autour du geste et de l'écriture. Cette émission s'achève. Merci. C'est avec plaisir que j'ai eu l'occasion de discuter avec vous durant cette émission. J'espère que ça a plu aussi à nos téléspectateurs qui vont être amenés à réfléchir sur leurs gestes et sur l'écriture que ça entraîne. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.